Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les vieilles sagas, notamment celles des Islandais, toute la tradition orale puis manuscrite des Scandinaves, racontent qu'aux alentours de l'an 1000, les Vikings déjà sillonnaient les côtes de l'Amérique bien avant Christophe Colomb. À croire cette tradition, 500 ans avant le célèbre explorateur de la Renaissance, les peuples du Nord déjà réalisaient des va-et-vient avec l'autre rive de l'Atlantique. Alors, ces textes, évidemment, mêlent histoire et mythologie, et beaucoup de mythologie. On parle du Vinland, n'est-ce pas? Mais il est tout à fait légitime de se demander si ces explorations appartiennent à la légende ou font déjà partie de l'histoire. On a beaucoup cherché de preuves et de traces et de vestiges et d'empreintes de ces voyages. Au XIXe siècle, notamment, on s'est beaucoup posé la question, surtout chez les Américains. On a vu des gouverneurs d'État, on a vu même des citoyens passionnés et persuadés de la véracité de ces légendes dresser des statues de Vikings sur les places de certaines villes américaines, juste en face de la statue de Christophe Colomb, comme s'il fallait mettre l'un et l'autre en regard. En 1898, dans le Minnesota, on est à l'ouest des Grands Lacs, bien loin des côtes, donc, un fermier du Minnesota affirme avoir découvert dans son champ une pierre runique, c'est-à-dire une pierre qui porte des inscriptions de cet alphabet qu'on utilisait justement dans le peuple viking, si tant est d'ailleurs qu'on puisse parler de peuple viking, mais enfin ça nous entraînerait dans un grand débat. Cette pierre dans le Minnesota, certains la déchiffrent et affirment que non seulement il est bien écrit que les Vikings ont découvert le continent américain, mais qu'en plus, loin d'être restés sur la côte, ils se sont largement aventurés dans les terres, loin dans les terres, jusqu'à ce qui deviendra l'État du Minnesota, vous imaginez ? Alors, évidemment, on écrit beaucoup sur le sujet et aujourd'hui, cette pierre runique, elle est considérée comme parfaitement fausse. Ce serait en fait une sorte de canular historique ou archéologique. Et comme ça, on peut citer pas mal d'autres exemples, dans le Maine, dans le Massachusetts, mais aussi bien sûr au Canada, en Nouvelle-Écosse. Certains prétendent avoir retrouvé des squelettes, toutes sortes de sépultures avec des armes. Bon, qu'en est-il de tout ça sur un plan historique ? Franck Ferrand sur Radio Classique. On est dans les années 1960 dans ce qu'on appelle l'Anse aux Meadows, qui se trouve dans la province la plus à l'ouest du Canada, à la croisée de la mer du Labrador et de l'océan Atlantique, justement. Et il y a là un couple d'archéologues, en 1960, ce sont des Norvégiens, et ils vont découvrir des vestiges très intéressants. Il s'agit d'une ferme visiblement ancienne, pour ne pas dire très ancienne. Voici ce que nous dit Jean Renaud, dans un ouvrage édité chez Perrin sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils et qui s'appelle « Les grandes énigmes de l'histoire ». Jean Renaud connaît très bien le sujet, je le cite. Les vestiges découverts par le couple norvégien Helge et Anne Stine Ingstad se trouvent au fond de la baie des Épaves à la pointe septentrionale de Terre-Neuve. Les trois principales constructions et leurs dépendances, dont les vestiges ont été mis au jour, sont comparables aux riches fermes d'Islande et du Groenland. Elles sont alignées nord-sud sur une sorte de terrasse naturelle en retrait de la plage, entourée de tourbières et traversée par un ruisseau. Une forge est située à l'écart de l'autre côté du ruisseau et, à l'origine, la forêt s'étendait jusque-là. Les trois longs bâtiments possèdent des murs faits d'une double épaisseur de tourbe avec du sable et du gravier entre les deux pour drainer l'eau du toit qui était soutenue par des rangées de poteaux et recouvert de pans de gazon. Là, ça commence à devenir très intéressant parce que ça fait vraiment penser à ce qu'on a de l'autre côté de l'Atlantique, bien entendu, aux alentours de l'an 1000. Et évidemment, en faisant des fouilles, ils vont découvrir toutes sortes de petits vestiges, une épingle de broche en bronze, des perles de verre, des clous. Il y a aussi des noix parmi les déchets, des noix qui proviennent d'un noyer cendré, un arbre qu'on ne trouve pas du tout de ce côté-ci de l'Atlantique, évidemment. Mais surtout, en essayant de dater tout ça au carbone 14, on découvre que les constructions en question ont été réalisées en 990, entre 990 et 1030, c'est-à-dire exactement
les dates données par la fameuse saga des Islandais à propos de cette découverte des nouvelles terres à l'ouest. La datation carbone 14, elle n'est pas ancienne, elle date d'il y a 3 ans seulement. Donc, sans trop de peur de se tromper, on peut dire que les Vikings ont bien fait la traversée des mers d'est en ouest, près de 500 ans avant Christophe Colomb. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de leur saga, de leur histoire, de leurs histoires? Ces hommes, ces explorateurs, évidemment, n'ont rien écrit à l'époque de leurs propres mains. On est tenté de s'en remettre à l'archéologie, bien entendu. Quant à l'historien, eh bien, il lui faut enquêter dans le dos des archéologues, d'une certaine manière. Avec quelles sources? Est-ce que les anciens Scandinaves n'ont pas essayé de nous tromper avec leur récit, le récit de ces hommes qui ont été, de ces femmes aussi, qui ont été les premiers Européens à fouler le sol de ce que beaucoup plus tard on appellera l'Amérique? L'archéologie, c'est bien, mais l'histoire, c'est mieux. Vous m'avez souvent entendu dire ça, et je le pense très profondément, même si ça va un peu à l'encontre des idées du moment. Si l'on regarde dans ces sagas irlandaises, vous avez 2 textes très intéressants. Il y en a un qui s'appelle la saga d'Éric le Rouge. Il faudrait le prononcer Eirikr. Enfin, on va dire Eric, si vous voulez bien. Et puis l'autre, c'est la saga des Groenlandais. Ces récits, qui donc, vous l'avez bien compris, sont en partie légendaires, ont été écrits entre 2 et 3 siècles après les faits qu'ils sont censés rapporter. Quel crédit peut-on accorder à ces 2 textes probablement rédigés au XIIIe siècle, se demande Jean Renaud. Les sagas n'ont guère de valeur scientifique dans la mesure où elles mêlent histoire et fiction, authenticité et illusion d'authenticité. Si au XIXe siècle, tous les historiens sont d'avis que les sagas reposent sur des faits qui se sont déroulés plusieurs siècles auparavant, mais que la tradition orale a transmis de génération en génération, faits dont la réalité est parfois confirmée par d'autres sources, au XXe siècle, les historiens ne considèrent plus les sagas que comme des compositions purement littéraires, réalisées par des auteurs chrétiens et lettrés. La vérité se situe sans doute entre les deux et varie d'une saga à l'autre, car ce sont des évocations sinon objectives, du moins exclusives du passé viking. Alors on peut se pencher sur ce que racontent ces 2 sagas en ne retenant que ce qui semble être probable, si vous voulez, en ayant ôté tout ce qu'il y a de légendaire et d'occulte là-dedans. La première personne importante de cette histoire, c'est donc Éric le Rouge. Je ne vous dirai pas comment ça se dit en norrois parce que je serais incapable de le prononcer. Il est né, ce Éric, aux alentours des années 950 dans une famille cossue. On le surnomme le Rouge en raison de la couleur de ses cheveux et de sa barbe. Il était rouquin. Éric naît et grandit donc dans l'actuelle Norvège, mais alors qu'il a environ 20 ans, il doit fuir la Norvège parce que son père aurait commis un meurtre et donc il lui faut fuir le pays pour ne pas être condamné à mort. Éric, avec ses frères et ses 2 parents, vont donc aller s'installer dans une terre viking, mais qui n'est pas à l'époque viking depuis très longtemps, depuis 1 siècle environ, c'est-à-dire l'Islande. Et c'est en Islande qu'ils vont refaire leur vie. Mais à une date qu'on doit pouvoir estimer aux alentours de 982, c'est au tour d'Éric de devoir fuir, parce que comme son père une décennie plus tôt, il a eu un conflit de voisinage. Alors vous savez comment se règlent les conflits chez les Vikings. Bref, il a tué son voisin, disons les choses. Il lui faut donc fuir pour éviter la justice qui se règle dans les conseils de l'époque et qui évidemment le conduirait à une mort certaine et sans doute absolument atroce, entre parenthèses. Donc, pour fuir, il n'a pas beaucoup de choix. Il faut qu'il aille vers le nord. Et il se souvient qu'un jour, avec son père sur un navire, il avait aperçu les côtes d'une terre inconnue. Le voilà qui fait donc un premier voyage avec femme et enfants. La saga d'Éric le Rouge nous dit, je cite, « Cet été-là, Éric alla coloniser le pays qu'il avait découvert et qu'il appela Groenland, car il dit que les gens auraient fort envie d'y aller si ce pays portait un beau nom. » Donc c'est de la publicité d'une certaine manière. Il appelle ça le pays vert, le vert pays. Voilà pourquoi il l'a ainsi nommé, si l'on en croit, en tout cas, la saga.
On est à l'époque de l'optimum climatique médiéval, ce qu'on pourrait qualifier de réchauffement climatique de l'an 1000 à l'époque. Vous savez qu'il y a eu ce moment où la Terre s'est mise à se réchauffer dans les alentours de l'an 1000. Période de climat chaud, en tout cas pour les régions de l'Atlantique Nord. Ça a duré du 10e au 14e siècle environ. Bien avant le petit âge glaciaire qui, lui, sera caractérisé plus tard par une baisse de la température. Bon, tout ça nous entraînerait dans des questions d'histoire climatique, c'est un autre sujet. Le Groenland est donc évidemment plus vivable qu'il ne le sera par la suite, et c'est vrai qu'il y a là-dedans des plaines vertes, incontestablement, qui peuvent justifier ce nom. C'est ici qu'Éric, sa femme et ses 4 enfants, puisque maintenant il a 4 enfants, vont vivre et vont fonder une colonie. Les Vikings commencent à se sentir à l'étroit en Islande. À l'époque, le prix des terres devient excessif, et donc on peut comprendre que cette colonie s'accroisse. Le Groenland offre des conditions de vie qui, sans être idéales, peuvent paraître appréciables. Et en quelques années, aux alentours de 990, on estime à plusieurs milliers le nombre de Vikings qui viennent s'installer au Groenland. Et parmi toutes ces personnes qui habitent là, la saga des Groenlandais nous dit « Éric le Rouge habita Brattahlid. Il était tenu en très grand honneur et tout le monde avait de la déférence pour lui. » Parmi ses fils, il y en a un qui s'intéresse particulièrement au voyage, et pour nous il est très important. Il s'appelle Leif Erikson. On ne sait pas grand-chose de son enfance. Ce qu'on sait, c'est que vers l'âge de 25 ans, il n'était habité que d'idées de voyage, de découverte, d'aventure. En même temps, il faut faire des expéditions pour trouver du bois, parce que le problème du Groenland, c'est que c'est une région où il n'y a pas beaucoup de bois. Et un jour, Leifr va donc rencontrer un homme qui s'appelle Bjarni. Cet homme lui raconte une chose qu'il a vécue quelques mois auparavant, alors qu'il arrivait d'Islande et souhaitait se rendre au Groenland. Le navire sur lequel il était s'est perdu. Vous savez à quel point, j'ai même pas eu besoin de vous répéter ça, mais de vous le dire, mais à quel point les Vikings sont de très très grands navigateurs, bien entendu. Et voici ce que raconte, voici le récit du fameux Bjarni dans la saga. Ils prirent la mer lorsqu'ils furent prêts, naviguèrent 3 jours jusqu'à ce que la terre disparaisse, mais alors les vents favorables tombèrent, ils eurent du vent du nord et brouillard. Ils ne savaient plus vers où ils allaient, et cela dura maintes journées. Après cela, ils virent le soleil et purent alors estimer leur direction. Ils hissèrent la voile et cinglèrent 1 jour et 1 nuit avant de voir une terre. Ils discutèrent entre eux pour savoir quelle terre ce devait être, et Bjarni dit qu'il pensait que ce devait être le Groenland. Ils demandèrent s'il voulait faire voile vers cette terre ou non, et Bjarni répondit « Mon avis est de serrer cette terre au plus près ». C'est ce qu'ils firent, et ils virent bientôt que ce pays n'avait pas de montagnes et était couvert de forêts avec de petites hauteurs. Ils avaient ce pays à bâbord et tournèrent l'écoute vers la terre. Puis ils naviguèrent 2 jours et 2 nuits avant de voir une seconde terre. Ils demandèrent si Bjarni pensait que c'était encore le Groenland. Il déclarait que selon lui, cette terre n'était pas plus le Groenland que ne l'avait été la précédente, car on dit qu'il y a de très grands glaciers au Groenland, dit-il. Ils s'approchèrent bientôt de cette terre et virent que c'était un pays plat couvert d'arbres. Alors, ils n'ont pas posé un pied sur cette terre, ils ont fait demi-tour, et ils ont fini par retrouver beaucoup plus à l'est le chemin du Groenland, et ils ont fini par arriver. Leifr a donc entendu cette histoire dans la bouche de Bjarni, si l'on en croit la saga, et selon les dires de Bjarni, il y avait sur les terres qui avaient été découvertes à l'occasion de cette erreur de navigation, mais encore une fois découverte de loin et pas foulée, il y avait sur ces terres quantité de bois, de quoi attiser la curiosité du découvreur, du navigateur qu'est Leifr, et si lui-même s'en allait à la recherche de ces terres inexplorées. Nous sommes probablement autour de l'an 1000 lorsque Leif propose à son père Éric le Rouge de l'accompagner découvrir ces terres qui se trouveraient donc beaucoup plus à l'ouest que tout ce qu'on a vu à l'époque.
Eric accepte, mais quelques jours avant le départ, la tradition nous dit qu'il a fait une chute de cheval, mauvais signe, mauvais augure, et donc il ne participera pas à l'expédition. Tout ce qu'on raconte ici provient donc de la saga, ce qui veut dire qu'il faut prendre avec le plus grand détachement ce qu'on peut lire. Mais enfin voilà ce qui serait passé selon la saga. Leifr aurait acheté le navire de Bjerni et avec 30 soldats et 5 femmes pris la direction indiquée par ce découvreur. Et après plusieurs jours de mer, les voilà qui aperçoivent effectivement une terre plate et boisée. Il pourrait déjà s'agir du sud de ce qu'on appelle aujourd'hui Terre-Neuve, pas très loin de Saint-Pierre-et-Miquelon si vous voulez. Et la saga écrit: ce pays était plat et couvert de forêts avec des étendues de sable blanc un peu partout où ils allèrent et des côtes plates. Alors Leifr dit: on appellera ce pays, d'après son état, on l'appellera Markland. Descendant un peu plus au sud, l'équipage a la surprise de découvrir des vignes, qui sont des vignes sauvages, et c'est là sans doute que c'est à cause de ça qu'on va parler de Vinland. Les historiens ont du mal à estimer l'endroit exact où se trouve le Vinland de Leifr, mais ce qui est quand même intriguant, c'est que au XVIe siècle, Jacques Cartier, en remontant le Saint-Laurent, décrira qu'il y avait beaucoup de vignes chargées de raisins le long du dit fleuve. Même observation à plusieurs siècles d'écart. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors après quelques jours de navigation et un chargement de bois, Leifr ordonne de rentrer au Groenland, donc de quitter ce pays des vignes et du bois, le Vinland. Ce qui est certain, c'est que d'autres excursions vont avoir lieu et qu'un temps, quelques Vikings vont rester vivre plusieurs années de ce côté de l'Atlantique. C'est l'origine des vestiges qui donc ont été retrouvés dans les années 1960. La quasi-totalité des historiens défendent l'idée qu'il n'y a jamais eu de colonisation viking au Nouveau Monde. Pourquoi ? Est-ce que le voyage était trop long pour conduire des familles qui se seraient installées et qui auraient pu faire souche de ce côté-ci ? Ou bien est-ce qu'il y avait des autochtones qui ont été considérés comme trop dangereux pour que les Vikings puissent tranquillement s'installer de ce côté de l'Atlantique ? En tout cas, les sagas évoquent des guerres avec des tribus qui auraient été présentes au préalable. Peut-être qu'il s'agit des tribus de ce que Christophe Colomb appellera des Indiens, parce qu'il était convaincu, lui, d'arriver en Inde, donc il les appelait des Indiens. Bref, quoi qu'il en soit, il est évident que les Vikings ont bel et bien, avant d'autres Européens, foulé le sol américain. Et la mémoire de cette première présence viking a été oubliée, en tout cas pas assez tenace pour imposer le nom de Vinland. On pourrait aujourd'hui, au lieu de parler de l'Amérique, parler du Vinland. Ceux qui lisent les sagas, et on ne peut que les encourager car c'est une lecture extraordinaire et qui passe sur nos consciences comme le fer sur le linge, ceux qui savent se plonger dans l'extraordinaire et régénérante littérature nordique savent que le Vinland existe. Vous écoutez Radio Classique.